la safety reste une des raisons principales, une raison importante d'attrition. Et comme le disait François, il y a beaucoup de choses encore, probablement beaucoup d'innovations à apporter dans la qualité de ce qu'on peut faire et dans l'innovation de la prédictivité au niveau de la safety. En fait, ce que je voudrais vous montrer d'abord, c'est vous expliquer pourquoi on a ces problèmes de safety, c'est quoi la safety. Donc, pardon, je sais déjà, je sais pas où voilà. Le contexte réglementaire, puisque nous allons rentrer dans un domaine qui est très très réglementé, et puis vous expliquer quels sont les grands types d'études que l'on réalise. Je vais quelques slides pour les produits biologiques, parce que les slides d'attrition, de ce que François vous a montré, c'est vrai pour les petites molécules, c'est assez différent pour les produits biologiques. Les produits biologiques, on en perd beaucoup au début, on a du mal à en trouver, mais en général, quand on rentre avec un produit biologique en clinique, on a plus de chances de succès, moins d'attrition. Et puis le dernier point, j'ai oublié de l'écrire sur cette slide-là, c'était les aspects de la safety en clinique et puis après. Donc, si vous regardez, alors ça c'est des exemples, alors ça devient un peu vieux, mais pour certains d'entre vous, la thalidomide, c'était l'année de ma naissance. C'est des grands problèmes de toxicité, on en a connu, malheureusement ils sont rares, mais quand ils arrivent, ça peut provoquer des catastrophes. Donc la thalidomide, vous connaissez tous, c'est le Softenon, c'était ce produit qui était développé pour les migraines, principalement les nausées aussi pendant la gestation, et qui avait été testé en reproduction dans une espèce, le rat, où rien n'avait été vu, et qui s'est avéré être un puissant tératogène chez l'homme. Il se fait maintenant qu'il est tératogène également chez le lapin. On a maintenant l'obligation de tester sur 2 espèces. Le distilbène, ça vous montre aussi un autre type d'exemple. Tout le monde a entendu parler du DES, du distilbène. Là, le problème n'est apparu que chez les filles de femmes qui avaient pris du distilbène pour des problèmes de fausses couches et des problèmes de fertilité. Or, donc là, la toxicité n'est apparue que dans la seconde génération, avec une augmentation de la prévalence des cancers du col de l'utérus. Les quinolones, on en a développé beaucoup, qui est un antibiotique très puissant, très bien utilisé, qui sauve toujours des vies et toujours utilisé. On est apparu, une fois que le quinolone était mis sur le marché, c'est apparu des problèmes chez des patients âgés de rupture du tendon d'Achille. Alors, faire la relation entre un antibiotique que vous mettez sur le marché et une pathologie, une toxicité qui est liée à la rupture du tendon d'Achille, c'est pas un problème évident. Par contre, il y a des cas qui sont tout à fait connus et qui sont liés à un mauvais usage du médicament. C'est le cas alors c'était il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, l'histoire de la servastatine, qui est une statine parmi beaucoup d'autres, qui était là commercialisée par Bayer, et principalement aux États-Unis, où les concentrations, enfin les strengths, les dosages qui étaient acceptés sur le marché américain étaient bien plus élevés qu'en Europe. Il n'y avait pas d'obligation aux États-Unis à ce moment-là de suivi de risque de toxicité, qui est connu parce que c'est lié au mécanisme, c'est une toxicité musculaire. Il y a eu des accidents, et des mortalités, plus particulièrement avec la servastatine liée à la posologie, liée à l'utilisation, qui a fait que Bayer l'a retiré du marché. Donc comme je dis, ça frappe l'imagination, tout le monde en parle. Heureusement, ça reste des exceptions. Alors, pourquoi avons-nous des problèmes de toxicité ? Alors, il faut bien comprendre que la différence entre un poison et un médicament, c'est la dose, c'est la durée d'administration. Tout médicament est toxique. En fait, quand on ne trouve pas de toxicité à un médicament, probablement il n'est pas très actif non plus. Ça, c'est la vision d'un toxicologue. Donc, ce qui est important, hop là, je suis passé trop vite. Donc, ce qui est important, c'est la dose, la durée. Et l'autre chose, c'est que nous ne sommes pas tous égaux devant le médicament. De même que pour l'efficacité, où François vous a montré de beaux exemples de médicaments qui n'agissent que dans certaines populations ou subpopulations, c'est vrai également pour la toxicité. Alors, je suis vétérinaire, donc un exemple classique, c'est vous avez votre chien a un peu de rhumatisme, le vétérinaire prescrit un très bon produit, le Doliprane, n'est-ce pas et donc, votre chat fait la même chose, vous dites, oh, tiens, je vous lui donne une pilule, vous tuez le chat. Le chat est incapable de sulfoconjuguer, donc il est incapable de métaboliser correctement le paracétamol, et donc, avec une dose de paracétamol, vous tuez un chat, alors qu'il y a des hommes qui se tuent avec ça, malheureusement, mais il faut prendre la boîte. Donc, encore une fois, le métabolisme est différent entre les individus. Donc, on n'est pas égaux devant le médicament. Ensuite, comprendre la toxicité. Et c'était un peu la question que posait Rodolphe tout à l'heure. C'est que la toxicité, elle peut venir, alors là, je parle de petites molécules, elle peut venir de différentes choses.
D'abord, vous avez la toxicité qui est une exagération de l'effet pharmacologique. Vous développez un antithrombotique, vous en donnez trop, vous allez avoir des hémorragies. C'est le mécanisme d'action. Ensuite, vous avez des cas où la toxicité elle est très spécifique, mais c'est lié au fait que votre cible a une autre activité dans un autre tissu, dans un autre organe. Donc, d'où l'importance de la connaissance de votre cible. C'est l'exemple de l'aspirine ou des antiprostaglandines, puisque les prostaglandines, oui, elles ont un rôle, les induites dans la douleur et dans l'inflammation, mais elles jouent également un rôle de régulation, par exemple de la vascularisation au niveau du rein, ou bien de la production de mucus au niveau de la muqueuse gastrique. Et donc, si vous bloquez cette production de mucus, vous allez avoir des problèmes d'ulcères. Donc en fait, les ulcères de l'estomac, qui est une toxicité de l'aspirine, bien connue, ou de certains anti-inflammatoires, c'est lié. C'est une activité pharmacologique, c'est pas celle qui est désirée. C'est ce que dans notre jargon on appelle le off-target. Et donc on va rechercher ça aussi. Donc il y a deux choses. Il y a savoir sur quelle cible on agit, et bien connaître votre cible, savoir le rôle qu'elle a dans les différents organes et tissus. Ensuite, il y a les toxicités qui sont purement, parce que moi j'appelle ça chimiques, qui sont liées à la structure de la molécule. Je reprends l'exemple du paracétamol. La toxicité du paracétamol, la toxicité hépatique, elle est liée à son métabolisme, à la libération de métabolites réactifs. Donc les espèces qui sont bien capables d'éliminer par conjugaison, sulfoconjugaison, ce métabolite réactif, le tolèrent très bien. Celles qui ne le sont pas parce qu'il leur manque, comme chez le chat, ou bien parce qu'il est malade, parce que la personne a un foie, a d'autres interactions médicamenteuses, etc., vous allez avoir une toxicité. Elle n'a rien à voir avec une cible, elle a à voir avec la structure chimique. Ce qui veut dire aussi que si vous développez un biologique, cette toxicité-là, en général, vous ne l'avez pas. La toxicité des biologiques, c'est principalement de l'exagération pharmacologique. Alors une autre notion qui est parfois difficile à comprendre, et là c'est la guerre entre les pharmacologues et les toxicologues, tu m'as encore tué mon produit, pourquoi est-ce que tu as donné des doses aussi élevées, etc. C'est la notion, alors en français malheureusement il n'y a qu'un mot, c'est le risque. En anglais il y a deux termes, il y a le hazard et le risque. Et pour essayer d'illustrer ça, c'est là la gamine elle est devant un aquarium. Il y a un requin dans l'aquarium. Le requin, il est très très dangereux. Vous serez d'accord avec moi, c'est un risque le requin, mais elle ne risque rien. Par contre, le gars qui est là sur sa planche, qui voit soudain passer dans la vague quelque chose qui vaguement ressemble à un requin, mais c'est peut-être un dauphin. Alors est-ce que c'est un dauphin ou est-ce que c'est un requin? Donc la notion, il faut identifier le hasard avant de savoir quel est le risque qui court. Donc c'est là la notion en toxicologie, ce qu'on nous demande d'abord de faire, c'est d'identifier le hazard, c'est de vraiment connaître quel est le risque que la molécule porte en elle-même. Ensuite, vous allez moduler ce risque par en évaluer comment on fait ce qu'on appelle un risk assessment en anglais, c'est-à-dire qu'on va moduler le risque. Il est clair que vous allez prendre plus de risques si vous êtes dans le cancer que si vous êtes en train de développer le énième antihistaminique pour le rhume des foins. Donc la notion de risque va devoir être balancée par la notion de bénéfice. Alors maintenant, que faisons-nous pour essayer d'évaluer le risque? Hop là. Donc l'évaluation de la safety, de la toxicité, c'est toute une question de modèle. C'est vrai aussi pour la découverte de nouvelles molécules. Et donc, finalement, on va utiliser des modèles qui démarrent avec des modèles in silico, des modèles de l'approche de la littérature, de la revue, qui peuvent être des modèles in vitro, qui passeront par des modèles animaux, pour essayer d'anticiper et de prédire quel est le risque potentiel. Et la qualité du risque, de la prédiction de ce risque que nous allons faire, il est lié à la qualité de nos modèles et à la compréhension des limitations de nos modèles. Parce que finalement, comme Joré l'a déjà dit, nous sommes limités par la qualité des modèles que nous utilisons. Alors je vais surtout m'intéresser à la tox réglementaire, mais j'ai quand même mis une slide ici, où j'essaie de montrer que, en tout cas chez Sanofi, mais je pense que toutes les grosses boîtes le font, de plus en plus, on anticipe le risque beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que nous, dès qu'une cible est identifiée, rentre dans notre portefeuille, on fait une évaluation de risque lié à la cible. Alors, on regarde exactement la même documentation que le chercheur a lue pour convaincre son management que c'était une cible à poursuivre. Ce qu'il y a, c'est qu'on le regarde avec un autre regard.
Et ça, on n'a rien à faire, on est humain. La personne qui croit en sa cible va ne voir que les bons termes. Et c'est ce que tu as essayé d'illustrer avec les pathways. Il va dire, oh regardez, là, j'agis là, je vais avoir cet effet-là. Et nous, on va leur dire, mais fais attention, quand tu agis sur ce gène-là, tu vas attaquer ce gène-là. Donc on fait une évaluation, nous, en tout cas chez nous, un toxicologue est toujours associé maintenant à un projet. Dès qu'on identifie la cible, on fait une évaluation du risque. En allant dans les bases de données, en faisant du système toxicologique, qui est un domaine qui est en train de fortement se développer, et où on anticipe. Ça ne veut pas dire qu'on arrête, ça veut dire qu'on va parfois on a arrêté, on a déjà arrêté des projets à ce stade-là, où on va commencer à déjà réfléchir quels sont les outils, quels sont les modèles que nous allons devoir développer pour voir si le risque anticipé est réel pendant le développement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous faisons de plus en plus de screening virtuel. Alors, on a parlé de screening virtuel pour l'activité, mais on peut le faire aussi pour les caractéristiques physico-chimiques, ça c'est assez facile, mais maintenant, de plus en plus, on améliore et on commence à le faire aussi pour la toxicité. Alors, il y a un exemple très classique et bien développé, c'est la toxicité génétique, très facile parce que la cible, elle est connue, c'est le DNA. Mais maintenant, de plus en plus, et avec Big Data et avec des projets, des avancées récentes, on arrive aussi à mieux en mieux prédire des effets de toxicité d'organes, de toxicité systémique, etc. Et donc finalement, ce qui nous permet, quand on fait, alors on a beaucoup discuté de high throughput, combien de molécules vous allez faire, bien, en fait de plus en plus, on va sur une série chimique, on va peut-être tester 1 ou 2 molécules dans nos systèmes in vitro, dans tous nos systèmes. Les autres, on va les passer dans nos moulinettes d'in silico. Et en combinant les deux, on va essayer de guider la chimie. Donc on va essayer en fait le but, c'est de diminuer le nombre de molécules que vous devez réellement synthétiser. Car il faut savoir que pour pouvoir tester à un moment donné, vous allez devoir passer dans un système cellulaire, il faut un petit peu de molécules, un système animal, il faut un peu plus, etc. Et donc, ça prend du temps, ça prend du coût. Donc, tout ce que vous pouvez déjà anticiper, par exemple des screens CREP, maintenant, en tout cas chez nous, on ne le fait plus systématiquement parce qu'on est capable de prédire le résultat CREP par in silico. Et ça se fait en accumulant nos bases de données. Alors, on travaille très bien dans notre espace chimique, dans notre librairie, et on essaye. Alors, il y a des consortiums européens qui, en fait, nous permettent maintenant de partager nos données avec d'autres de manière à augmenter l'espace chimique que nous pouvons investiguer. Et donc, on peut se permettre d'anticiper, par exemple, un screen off-target et de n'envoyer que quelques molécules pour vérifier. Et donc, ça permet donc, encore une fois, c'est prendre la notion de safety. Certains disent « Ah mais non, la safety, on s'en inquiétera après quand on aura un candidat. C'est trop tard. » Nous, on essaye de le faire plus tôt, parce qu'en safety, vous pouvez très facilement, vous pouvez indiquer « Attention, vous avez cette partie de la molécule, elle va se métaboliser, elle risque de relarguer un métabolite réactif, etc. » D'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a une nouvelle réglementation qui acceptent maintenant, c'est pour ce qu'on appelle les impuretés génotoxiques, qui acceptent qu'on prenne des décisions sur base de modèles in silico. Donc les autorités, quand vous déposez un dossier enregistrement, vous devez expliquer votre voie de synthèse. Il y a toujours des risques de choses qui existent dans votre voie de synthèse qui pourraient se trouver comme impuretés dans votre molécule. Vous devez identifier celles qui pourraient être génotoxiques. Et donc, vous le faites, vous le passez dans une moulette in silico et si votre modèle in silico dit non, il n'y a aucun risque, comme ce sont des modèles qui sont biaisés vers l'absence de faux négatifs, ils acceptent que vous ne les testiez pas. Alors après, c'est quoi l'autre grand problème? Le problème, ce que j'ai essayé de vous illustrer avant, c'est que la toxicité, elle peut venir de n'importe où, de là où on ne s'attend pas. Contrairement à un pharmacologue qui va développer un modèle pour essayer d'identifier une activité bien précise, nous, on est obligé de tester pour savoir quel pourrait être l'autre problème. Et ce problème pourrait apparaître n'importe où, puisque la molécule elle va se distribuer dans l'ensemble du corps humain. Et donc, on a tendance alors après à classifier le type d'études que nous allons faire en fonction des grands domaines, des grandes catégories de toxicité, ce qu'on appelle la toxicité générale, qui passe manifestement par l'animal. On regarde la toxicité de façon générale dans le corps. La toxicité génétique, où là on est beaucoup plus focalisé sur le DNA, sur le chromosome. La toxicité de la reproduction, à partir du moment où vous voulez introduire des femmes en âge de procréer dans vos essais cliniques, etc., vous devez vous intéresser à ça. Et donc, souvent, et c'est comme ça que je vais vous présenter ces études tox, on les met dans ces grandes catégories. Ceci dit, elles sont toutes, bien entendu, interconnectées. Ou bien la pharmacologie de sécurité, qui est les effets sur les grandes fonctions vitales de l'organisme.
Alors typiquement, en développement d'une molécule, il y a un point très important. Alors c'est pour ça que quand on parle de candidat, vous devez comprendre que dans l'industrie, un candidat, c'est une molécule qui est prête à rentrer dans le développement, en général dans toutes les boîtes. Donc on va démarrer les études BPL, les études qui vous permettent d'aller chez l'homme. Donc c'est la molécule que vous avez décidé d'amener chez l'homme. Quand on parle d'un candidat, c'est ça. Donc tout ce que vous faites sur le candidat, c'est réglementé. Donc vous n'avez pas le choix, vous avez des règles à suivre. Ce que vous faites en amont du candidat, c'est votre cuisine interne. On a tous à peu près les mêmes approches, mais là vous êtes plus libre. Certains vont mettre plus d'accent. Il y a des boîtes qui ne screenent plus du tout in vitro, il y a des boîtes qui font beaucoup plus in silico, etc. Là, c'est votre façon de travailler, etc. Ça ne relève pas du domaine réglementaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une molécule rentre en développement, donc va rentrer, on l'espère un jour chez l'homme, toute information sur la sécurité de la molécule doit être communiquée aux autorités. À partir du moment où la molécule... Donc, évidemment, si vous le faites avant d'aller chez l'homme et vous n'allez pas chez l'homme, vous ne le faites pas. Mais si vous allez chez l'homme, tout doit être communiqué. Donc, en général, on a un passage essentiel et incontournable qu'on appelle dans le jargon le First-in-Man Package, le package pour aller chez l'homme. Et ça, ce sont 2 études de toxicité générale. Alors, la législation nous impose 2 espèces, dont une ne peut pas être un rongeur. C'est les études de pharmacosécurité sur les grandes fonctions vitales. C'est les études de tox génétique. Après, vous avez la tox de la reproduction qui devient obligatoire qu'à partir du moment où vous administrez le produit à des femmes en âge de procréer, que vous devrez faire plus tard. Ensuite, on parle souvent de préclinique ou de non clinique. Préclinique parce que nous intervenons avant la clinique, mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête quand le produit est chez l'homme. Quand le produit est chez l'homme, on anticipe les essais cliniques de plus longue durée. Donc on va faire des études de plus en plus longues. On va faire in fine, si le produit est administré de façon chronique sur de longues durées, on va devoir faire des études de carcinogénicité. Donc ça, c'est des études qui sont faites plus tard dans le développement, avant l'enregistrement. On n'arrête pas en général, même après l'enregistrement. Là, après, c'est plus on peut revenir pour essayer de comprendre des choses qui apparaissent une fois qu'on est sur le marché. Et puis, il y a toute la problématique de la qualification des voies de synthèse, des impuretés, tous ces aspects-là, qui nous occupent encore, même quand ce sont des molécules qui sont sur le marché. Alors, Data Assessment, c'est aussi une obligation, c'est-à-dire on doit démontrer que votre molécule n'a aucun risque de drug abuse liability, donc que les toxicomanes essayent de l'utiliser, qui est donc de l'abus de l'utilisation de la molécule. Alors, une façon de représenter les choses qui est importante, c'est que quand vous rentrez chez l'homme, la seule information sur le risque, elle vient de la préclinique. Et donc, d'où l'importance de ce fameux package First in Human. Et même si on a eu malheureusement un accident récemment, par rapport aux milliers d'essais cliniques de volontaires qui sont exposés, c'est quand même très, très, très rare. Donc on doit quand même faire notre boulot d'une façon assez intéressante. Alors on vous dit l'animal n'est pas prédictif. François nous a dit 50% là pour le foie. Ça, c'est pour les produits qui ont été chez l'homme. Comme on en a arrêté 70% pour des problèmes de toxicité dans une espèce animale, cela on ne saura jamais s'ils étaient prédictifs ou pas. On ne prend pas le risque. Donc calculer la notion de prédictivité de l'étude animale, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Mais évidemment, au fur et à mesure que vous avancez en clinique, l'importance de l'observation préclinique diminue. C'est l'observation clinique qui va commencer à primer. Sauf dans 2 domaines, parce que ceux-là, vous ne pouvez jamais les tester, c'est la cancérologie ou la toxigénétique. Vous n'allez pas... Un effet toxigénétique, c'est un événement. Pour voir un effet, il faudrait regarder le diethylène. Je veux dire, c'était plusieurs générations avant que quelque chose apparaisse. Enfin, comme je l'ai dit, c'est très réglementé. Je vais revenir sur la première partie, mais d'abord, nous utilisons des animaux, c'est clair. Donc on a une obligation d'éthique d'utilisation des animaux. Tout ça est fait de façon très réglementée. L'industrie pharmaceutique, je crois que les chercheurs en général n'utilisent que des animaux qui sont élevés pour ce but, en suivant des règles qui sont très strictes, et on est régulièrement inspecté, contrôlé. Et encore une fois, c'est un passage obligé. On aimerait l'éviter, mais qui pour le moment est toujours obligatoire, est toujours nécessaire, et qui doit se faire dans les meilleures règles. Alors, on suit des lignes directrices. Alors, ces fameuses guidelines. Alors, en France, parfois, ils disent guidelines, mais les guidelines.
Alors, ça veut dire que beaucoup de pays, beaucoup d'organismes éditent des règles de comment réaliser. Alors, c'est pas des contrats, c'est pas des obligations légales. Ce sont des recommandations de ce que vous devez faire. On vous dit pour amener un produit, on voudrait que vous ayez fait ça, ça et ça. Donc, heureusement, depuis 15-20 ans maintenant, un processus d'harmonisation a été engagé. Alors, c'est un terme que vous allez entendre, c'est ICH, International Conference on Harmonization. Et ça nous a fait grand progrès, puisque maintenant les grands pays, ça a commencé avec la FDA, l'Europe et le Japon, maintenant c'est étendu, se sont mis d'accord sur des règles communes, de manière à ce que maintenant un dossier que vous allez préparer doit être accepté ou est accepté dans la majorité des produits, dans tous les produits. Il y a encore des exceptions, il y a encore des pays où c'est un peu difficile, mais en règle générale, on n'a plus l'obligation parfois de répéter des études simplement parce que un pays voulait qu'on la fasse d'une façon différente qu'un autre. Et ça a été alors ça ne touche pas que la tox, donc dans les guidelines ICH, elles sont classées avec une lettre, donc celles qui commencent par un S, c'est pour la safety, mais vous en avez des qui sont pour la clinique, avec un E, pour l'efficacité, vous en avez pour tout ce qui concerne la qualité des produits, la production, etc. Alors après, je vais rentrer maintenant, mais alors très très rapidement, dans les différents grands domaines de la tox, en commençant par la tox génétique. Encore une fois, la tox génétique, c'est celle qu'on peut anticiper le mieux, parce que là, la cible est connue. La cible, c'est le DNA, c'est le chromosome. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la toxicité génétique? Parce que si une molécule interagit avec le DNA, alors ça peut être la molécule directement, mais ça peut être un métabolite. Bien entendu, vous avez risque de créer une mutation, un dommage au DNA. Si vous créez un dommage au DNA, heureusement, souvent, on est capable de le réparer, ou la cellule se suicide. Mais parfois, ça peut induire une mutation. Et qui dit mutation dans une cellule somatique dit risque de cancer. Et si c'est dans une cellule germinale, ça pourrait provoquer des problèmes de térato. Donc, on va s'intéresser à l'effet de la molécule sur le gène, sur la séquence du DNA, mais aussi sur le chromosome, parce que vous pouvez interférer avec la réplication du DNA. Et donc, vous devez démontrer l'absence de molécules sur ces effets-là, et vous allez le faire avec différents tests, encore une fois, qui sont bien réglementés. Vous allez, alors comme je l'ai dit, nous, on le fait en première, en in silico. On prédit très bien in silico de plus en plus. Généralement, on ne fait que quelques molécules pour confirmer. Donc pour tester les mutations, il y a un test qui a été inventé par M. Ames sur des bactéries. Donc c'est le test de Ames, donc où on induit des mutations dans des bactéries. Et là, vous êtes vraiment dans le hazard identification. Vous mettez votre produit à des fortes concentrations et vous regardez s'il est capable de le faire. C'est souvent pas très relevant par rapport à la concentration réelle à laquelle vous êtes exposé, mais ça vous donne vraiment la notion du risque. Ensuite, vous allez voir dans d'autres types de tests si vous avez un effet sur les chromosomes. Là, vous allez travailler dans des cellules eucaryotes, voir si vous avez un effet sur la séparation des chromosomes. Et puis, il y a la possibilité de le faire également in vivo. Vous allez donner la molécule à un animal et voir si vous avez des effets de toxigénétique. En fait, la législation nous impose de regarder la mutation chez les bactéries, donc le test de Ames, et de regarder, donc ça c'est un prokaryote, et de regarder aussi bien l'aspect mutation que l'aspect chromosome sur des cellules eucaryotes, in vitro ou in vivo. Oui. Ce genre de test peut également être pratiqué sur des molécules qui sont destinées à si vous avez une molécule dont c'est le mécanisme d'action, comme dans le DNA par exemple, ça peut être dans le cancer, évidemment, un Ames positif en cancer, vous allez voir, si c'est le mécanisme d'action, vous allez continuer. Mais l'apoptose, c'est un peu différent, ça, mais si vous induisez de l'apoptose, il faut voir ce que vous allez induire dans les autres cellules qui ne sont pas cibles. N'oubliez pas que votre produit ne va pas aller que dans la cellule où vous voulez induire l'apoptose. Et donc, en fait, cette guidance a été revue il n'y a pas longtemps, parce que, encore une fois, le test, et surtout le test de clastogénicité, le test sur les chromosomes, il est souvent faux positif. 30% des molécules dans le Vidal sont positives dans ce test-là. Donc, le Ames, en général, sauf dans le cas activité onco,
c'est no-go, on jette la molécule. Quand c'est clasto, on peut expliquer, si on peut expliquer le mécanisme qui est derrière, souvent vous avez un threshold, on peut développer la molécule. Ce qui fait que maintenant, on a en fait la possibilité de soit ne faire que du vitro, soit de ne faire après le EMS, soit de faire que du vivo. Vous pouvez choisir. Donc si vous voyez que vous avez un risque, vous allez tester directement in vivo. Et le vivo étant dans une situation où vous êtes plus relevante par rapport à parce que en termes de dose, en termes d'exposition. Ça, c'était pour la tox génétique, alors très très rapidement. La pharmacologie sécurité, ça c'est une autre obligation avant de rentrer chez l'homme. Vous devez vous assurer que la molécule ne va pas avoir un effet sur les grandes fonctions vitales. Grandes fonctions vitales, c'est cardiovasculaire, CNS et la respiration. Vous n'allez pas bloquer le cœur, la respiration ou induire des dommages CNS. Donc là, il y a une série, c'est la guidance ICHS7 qui vous donne un certain nombre de tests à faire. Alors l'effet cardiovasculaire, c'est le fameux ERG, je vais y revenir. Vous allez après vous devez faire le test sur un animal entier. En général, c'est le chien télémétré, donc le chien non anesthésié, pour évaluer les effets cardiovasculaires, parce que là, vous allez voir les effets complets sur la fonction cardiaque, le CG, la pression sanguine, etc. Pour les tests de CNS, en général, alors c'est pas les tests les plus prédictifs, mais c'est les meilleurs qu'on a pour le moment. C'est chez le rongeur. En général, vous administrez une dose très forte et vous regardez si vous avez un effet sur le comportement, sur la capacité de l'animal à sa locomotion, savoir s'il est capable, par exemple, de rester sur un cylindre qui tourne et des choses comme ça. Et le test de la respiration, vous regardez si le produit n'affecte pas la capacité respiratoire, l'inspiration, l'expiration, le volume inspiré. Donc ça, c'est des tests, encore une fois, c'est sur rongeur que ça se fait. Le seul en série ici qui est faite sur le non-rongeur, c'est le cardiovasculaire, qui sont obligatoires avant d'aller chez l'homme. Alors l'histoire du ERG, c'est encore un bel exemple où on peut diminuer l'utilisation d'animaux. En fait, tout ça a démarré avec un produit malheureusement d'une de nos sociétés d'origine, chez eux, la terfénadine, qui donc est un antihistaminique et en 82 a été retiré du marché pour des raisons d'augmentation de torsade de pointe. En fait, le problème était lié au fait du métabolisme de la terfénadine qui était bloqué chez les patients qui prenaient des inhibiteurs de CYP450. D'ailleurs, ensuite, la société a développé le métabolite de la terfénadine qui, lui, n'a pas d'activité ERG. Mais toujours est-il que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que beaucoup de médicaments interagissaient avec le canal potassique au niveau du cœur et pouvaient avoir ces effets. Et donc maintenant, après la terfénadine, beaucoup d'autres produits ont eu le même souci. Encore une fois, c'est des événements qui arrivent sur 100 000, 200 000 patients, 1 million de patients. C'est des phénomènes rares. Mais là, vous n'étiez pas dans des médicaments life-threatening, life-saver. Et donc maintenant, je crois que toutes les sociétés ont mis en place des screens où vous screenez tout de suite, sur ERG. Nous, on le fait même in silico d'abord. On teste sur ERG. Parce que si vous avez un effet, donc si vous bloquez le canal potassique, vous avez le risque de prolonger le QT, donc la distance entre l'onde Q et l'onde T dans votre ECG. Ensuite, on passe comme le ERG, ça ne reste qu'un canal, mais en fait, il y a beaucoup d'autres canaux qui règlent la contraction cardiaque. On passe dans des systèmes plus intégrés. Nous, on utilise toujours la fibre de Purkinje, qu'on essaye de remplacer de plus en plus avec des IPS humaines. Et puis, vous avez l'obligation quand même de passer chez l'animal entier, mais encore une fois, les molécules que vous n'aurez pas éliminées dans les tests précédents. Ceci dit, on en revient un petit peu, car parfois vous pouvez avoir un effet sur ERG, mais vous avez des effets sur d'autres canaux qui annulent l'effet ERG. Et donc il y a des molécules probablement très bonnes qui ont été éliminées parce que ERG, et qui maintenant on peut redévelopper parce qu'on comprend mieux les interactions. D'ailleurs, il y a un projet au niveau de la FDA pour essayer de modéliser tout ça et de baser la décision plus sur un seul canal, mais sur l'ensemble des canaux. Ça s'appelle le projet SIPA. Donc ça, vous voyez que dès qu'on identifie une toxicité, on peut alors amener un test de screening en amont. Alors la toxicité générale, c'est pour tout le reste quelque part. Vous allez administrer votre produit de façon quotidienne pendant un certain nombre de temps. Alors en général, c'est 1 mois avant d'aller chez l'homme, mais c'est à moduler. D'ailleurs, j'ai une slide qui vous donne les durées que vous devez faire en fonction des essais cliniques. Et vous allez essayer de quoi? Vous allez essayer de déterminer quel est... Donc encore une fois, vous devez... Alors c'est de nouveau, on nous accuse d'aller trop haut. On est obligé d'aller au plus haut qu'on peut avec la molécule. Donc ça va être limité par la biodisponibilité, etc. Mais on doit essayer de montrer qu'on a été le plus haut possible, au moins jusqu'à 1 gramme kilo, pour vraiment tester le système, pour identifier le hasard. Ensuite, donc, vous essayez d'identifier une dose toxique.
Puis vous essayez d'identifier une dose non toxique ou une dose où vous n'avez pas d'effet, et puis une entre les deux. Donc vous essayez de définir quelle est la dose toxique et quel est le type de toxicité que vous pouvez rencontrer, quels organes, etc. Est-ce que la toxicité est liée au produit parent? Est-ce qu'elle est liée à un métabolite? Vous allez essayer d'identifier une dose qui n'a pas d'effet. Alors on ne parle pas de dose sans effet parce que biologiquement c'est très difficile à définir, c'est plutôt sans effet adverse. Alors il y a des conférence entière sur ce que représente l'adversité, mais donc qui est une dose où on peut avoir des effets, mais qui ne seront pas considérés en adverse. Donc qu'est-ce qu'on va essayer d'identifier? On va essayer d'identifier, comme je le disais, les organes cibles. Est-ce que les effets qu'on voit sont réversibles? C'est clair qu'un effet non réversible va être beaucoup plus rédhibitoire qu'un effet réversible. Est-ce qu'il est lié au sexe? Donc on doit utiliser des animaux des deux sexes. Comment il apparaît avec le temps? Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait mesurer qui nous permettent d'anticiper l'effet, les biomarqueurs? Et ça, c'est un domaine qui se développe de plus en plus. L'influence de la dose, du temps, etc. Donc tout ça, vous allez vous le définir, et comme je le disais, ça va se faire dans deux études qui se font en parallèle, qui se font donc dans deux espèces animales, dont une ne peut pas être le rongeur. Traditionnellement, dans l'industrie, pour les petites molécules, on a toujours utilisé le chien. Il y a certaines maintenant passent sur le mini-pic pour des raisons de communication d'éthique. Donc ça se fait généralement dans des études assez très standardisées. Vous avez 4 groupes, un groupe contrôle, 3 doses. La dose maximum, ça doit être une dose toxique. En général, on utilise chez les rongeurs, on va utiliser 10 animaux par sexe et par groupe. Pour les non-rongeurs, ça va varier de 3 à 4. Et puis vous allez étudier la réversibilité. Souvent, on étudie la réversibilité qu'à la forte dose et qu'on compare au contrôle. Et donc, en général, alors on administre le produit par la même route que la route que vous anticipez d'utiliser en clinique, c'est aussi une obligation. Et vous allez aussi devoir, pendant ces études, donc pendant ces études, vous mesurez tous les effets que vous pouvez sur l'animal. Vous allez, alors je ne sais pas si, non, ça c'est la durée. Je ne sais pas si je l'ai mis sur une autre slide. C'est-à-dire que vous allez faire des examens cliniques, vous allez faire des examens des prises de sang, des analyses d'hématologie, de coagulation, analyses d'urine. Si c'est chez des gros animaux, vous allez faire des ECG, vous allez faire des examens ophtalmo, vérifier les effets au niveau oculaire. Donc vous faites vraiment des check-ups complets de vos animaux à différents points. Vous pouvez les moduler ça en fonction de ce que vous connaissez sur la pharmacologie du produit. Mais tout ça va devoir être consigné, rapporté et documenté. La durée des études, elle est liée à la durée des essais cliniques et c'est défini dans une guidance ICH, guidance générale, donc la M3. Donc vous voyez, c'est au minimum 2 semaines. Généralement, on fait toujours 1 mois, mais bon, vous pourriez... En fait, même aux États-Unis, on peut aller avec une dose unique, mais bon... Après, je crois peu de firmes le font, mais vous pourriez aller avec une dose unique. Mais derrière, vous devez avoir examen complet des animaux, et tous les animaux, à la fin de l'étude, sont sacrifiés et sont autopsiés, et tous les tissus, tous les organes sont mesurés, évalués histologiquement pour s'assurer de la présence d'effets. Alors là, je prends toujours un exemple. Heureusement, c'est un produit, François doit s'en souvenir. Nous avions démarré une étude. Alors pourquoi? C'est la question souvent pour comment vous décidez d'utiliser l'espèce. En fait, par défaut, on utilise le chien, mais il faut quand même le valider. Savoir si votre cible, votre produit est actif au niveau de la cible. Alors l'affinité, le fait qu'il soit actif sur les petites molécules, vous pouvez avoir moins d'affinité, mais comme vous utilisez des doses plus élevées, vous devez avoir de l'activité, au moins une relevance à ce niveau-là. Le métabolisme, est-ce que le métabolisme est proche? Vous essayez qu'au moins de vos deux espèces, il y a un métabolisme très proche de celui de l'homme. Ça, vous pouvez vérifier en amont sur hépatocytes. Donc là, et la limitation principale chez le chien, si vous avez un chien chez vous, vous devez le savoir, c'est qu'il vomit facilement. Et comme ces produits, en général, quand on les donne à forte dose, c'est pas très bon. Donc parfois, on n'arrive pas à les exposer. Parce que vous êtes aussi obligé de les exposer et de démontrer par la toxicocinétique, c'est la même chose que la pharmacocinétique, mais pour les d'autres tox, l'exposition, métabolite, la cinétique, etc. Donc dans ce cas-là, on avait fait des études de 2 semaines, on n'avait pas pu monter les doses au-dessus de 20 mg kilo, parce qu'on n'arrivait pas à exposer les chiens. Donc on est passé chez le singe, on n'a pas eu de problème. Donc vous voyez, on a pu monter à 450 mg kilo, ce qui nous donne une bonne marge. Puis patatras, on est tombé sur une tox rénale. Mais encore une fois, ça c'est hazard identification. On avait de la marge, pas de souci, on a quand même continué. Ceci dit, quand on est passé à 3 mois, là on a observé de la thrombocytopénie d'origine, une immunisation contre les plaquettes qu'on a pu documenter. Et là, ça c'est très difficile de connaître la prédictivité pour l'homme, etc. Donc là, on a arrêté le produit. Donc comme pour dire que la tox, elle peut venir de n'importe où.
Et en fonction du type de toxicité que vous voyez, en fonction de la marge, en fonction vous pouvez prendre la décision ou pas de continuer ou d'arrêter. Heureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Alors, la plus longue des études qu'on fait, c'est l'étude de carcino. C'est aussi une obligation. Alors, la carcino, c'est sur la vie d'un animal. Alors, les rongeurs vivent 2 ans. Donc là, c'est 2 espèces de rongeurs pendant 2 ans. En fait, maintenant, on peut remplacer une des espèces par une espèce transgénique qui est une souris qui a été mutée au niveau P53, au niveau de race, de manière à ce qu'elle soit plus sensible à un effet carcinogène. Et là, on peut traiter que pendant 6 mois. Et donc, ce sont des études que l'on fait en général en fin de développement, avant l'enregistrement. Ça, c'est uniquement pour les produits qui sont administrés de façon continue pendant au moins 6 mois. Ou de façon répétée, moins de 6 mois, mais de façon répétée tous les ans, etc. Vous ne faites pas ça sur un onco ou un antibiotique, etc. Alors, ce n'est pas des études validées. 50% des produits sur le marché sont positifs dans ces études-là, parce qu'on vous oblige à les faire à dose maximum tolérée. Mais après, donc, quand vous avez des phénomènes, des observations, vous essayez de comprendre, de voir la relevance par rapport à l'homme. Donc, en l'occurrence, ici, c'est un produit vasoactif qui est sur le marché d'ailleurs, et où on avait une augmentation des mangiomes, mais il n'y avait pas d'augmentation des tumeurs malignes, des sarcomes. Et on a pu montrer que lié au fait que le produit était vasoactif, et comme on était à des doses très élevées en continu pendant 2 ans, il était logique qu'on ait modifié, qu'on ait induit ces effets-là. Mais si vous regardez le label, il est marqué. Il est marqué que ce produit a montré induire des tumeurs dans une espèce animale. La repro, là, je sais pas, je vais aller un peu plus vite. La reproduction. Alors là, vous allez devoir évaluer l'effet de votre molécule sur la totalité de phénomène de la reproduction. La reproduction, c'est quoi? Vous avez 2 animaux, vous allez les accoupler, vous allez avoir une gestation. Vous allez, pendant la gestation, le fœtus va se développer, puis le fœtus va naître, vous allez avoir l'allaitement, et puis vous allez avoir, si possible, des jeunes animaux qui eux-mêmes vont pouvoir recommencer un cycle de reproduction. Vous allez devoir tester tout ça. Alors on le fait dans 3 études. La première qu'on fait, c'est là, on administre pendant la gestation, et on regarde en fait l'effet tératogène, l'histoire de la thalidomide. Encore une fois, la législation nous impose 2 espèces, dont une n'est pas un rongeur, le lapin n'est pas un rongeur. Donc, on fait le lapin et le rat. Et là, on regarde en fait l'effet sur l'organogénèse, sur l'évolution du fœtus. Ensuite, on a des études de fertilité. Alors, c'est-à-dire que là, on va traiter des mâles ou traiter des femelles et voir s'ils sont toujours capables de s'accoupler. Et d'avoir une descendance. Et les études les plus longues qu'on fait, on les fait en parallèle des carcinomes en général, c'est les multigénérations où on va traiter des femelles pendant la gestation, mais on va continuer pendant l'allaitement, on va continuer de manière à ce que les fœtus soient exposés vraiment sur si le produit passe par le lait, sur toute la durée jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Et puis on va les suivre pour voir s'ils se développent normalement et s'ils sont capables eux-mêmes d'avoir une descendance. Donc ça, c'est des études qu'on appelle pré- et post-natales. Alors ça, c'est une étude très très technique, c'est une technique qui est faite, n'existe probablement que dans les labos industriels, puisque vous devez évaluer la tératologie sur des embryons de rats ou de souris, enfin de rats ou de lapins, et vous allez regarder tout, les os, vous allez regarder. Donc ici, en l'occurrence, c'était un produit qui induisait d'extraposition de l'aorte. Alors, pour imaginer, c'est un rat, donc c'est un fœtus de rat qui doit faire quelque chose comme ça, et vous regardez le cœur. Donc là, c'est une technicité très importante, et ça, vous devez le faire sur 16 portées qui arrivent au bout. Donc 16 rats, donc dans une portée, vous avez une douzaine de fœtus, donc vous faites ça sur des centaines, des milliers de fœtus. Et ça, c'est une obligation avant de pouvoir inclure des femmes en âge de procréer dans vos essais cliniques. Alors les produits biologiques, très rapidement, je ne vais pas tout refaire, les principes sont les mêmes. Là, la différence des produits biologiques, d'abord, ici, quand je parle de produits biologiques, je parle vraiment d'anticorps, je parle de produits qui sont produits par génie génétique, et généralement donc de protéines, qui ont une réglementation particulière, c'est ICH S6. Je ne parle pas de vaccins ou d'autres types de produits qui ont une autre réglementation. Donc dans les produits biologiques, la grande différence, c'est que la molécule en elle-même, elle n'est pas toxique, c'est une protéine qui va se faire dégrader. Souvent, la cible est très spécifique et uniquement à l'homme. Et donc, en fait, tout ce qui est test in vitro, test de toxicogénétique, etc., on peut oublier.
le gros problème du développement des produits et en général, les toxicités sont quand même limitées. Alors les toxicités que vous pouvez avoir les produits biologiques, c'est généralement une exagération de la pharmacologie, ou bien des effets liés à... Alors là, T-Généraux, c'était par exemple l'exemple avec le CD28 qui était un super agoniste chez l'homme, qui a induit une cytokine storm, ou alors ça peut être lié à des problèmes d'immunogénicité. Et là, le gros souci, c'est que l'animal ne va pas prédire l'immunogénicité chez l'homme, seulement... si vous induisez, si vous développez un anticorps ou vous développez un peptide, je sais pas moi, une insuline, et que cette insuline va induire des anticorps qui eux-mêmes vont détruire l'insuline native, vous pouvez, donc c'est ce qui est arrivé avec les pots, par exemple, et quand on a développé les pots, c'est qu'en fait, les pots, donc c'était pour stimuler l'érythropoïèse, mais en fait, les gens s'immunisaient contre les pots et puis commençaient à avoir des anémies parce qu'ils détruisaient le peu des pots qu'ils avaient en endogène. Et donc, mais ces problèmes-là sont difficilement... C'est un problème qu'on doit... parce que l'effet immunogène chez l'animal n'est par définition pas prédictif de ce qui se passe chez l'homme. On doit le vérifier pour s'assurer que notre espèce est relevante, mais il est très difficile à prédire. La grande difficulté du développement des produits biologiques, c'est le choix de l'espèce, c'est de trouver une espèce relevante. Et nous avons dans le portefeuille une molécule où nous n'avons jamais fait d'essais animaux, parce qu'on n'a jamais eu de modèle relevant et on a tout fait à partir d'une approche Mabel, une approche sur des tests in vitro sur cellules humaines. C'est en oncologie, mais... mais si vous pouvez développer une espèce, si une espèce est relevante, vous avez obligation de l'utiliser. Et souvent, c'est le singe le plus relevant parce que phylogéniquement plus proche et vous avez plus souvent des cross-réactivités. Et d'ailleurs, nous, en tout cas chez nous, quand on développe des anticorps, on cherche des anticorps qui vont cross-réagir avec le singe de manière à nous permettre d'avoir au moins une espèce chez qui l'a testé. Le dernier point, alors, c'était donc la sécurité. L'évaluation de sécurité ne s'arrête pas évidemment pendant le développement préclinique. On va évaluer la sécurité pendant toute la clinique. D'ailleurs, les premières études, les études de phase 1, c'est des études de sécurité. Tout ça pour aboutir à un dossier d'AMM, un dossier d'enregistrement. Donc, les dossiers d'AMM, c'est... Alors, pour certains d'entre vous, ça peut paraître très vieux, mais pour nous, c'est finalement pas si vieux que ça. Ça a démarré aux États-Unis dans les années 40, en Europe dans les années 60. Maintenant, avec l'EMA, n'a été créé que dans les années 90 au niveau européen. En France, donc ça date des années 60. On avait l'AFSAPS qui, suite à l'accident, enfin le Mediator a été fortement modifié. Et donc maintenant, on a l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est l'agence dont on dépend au niveau français. Et donc, l'évaluation du dossier va se faire sur la notion de bénéfice-risque. Et il est clair, donc encore une fois, c'est pas parce que vous avez une toxicité que vous devez arrêter, ça va dépendre du bénéfice par rapport au risque, et ça va dépendre de l'indication, ça va dépendre de la maladie dans laquelle vous êtes, d'où l'importance, comme disait François, de bien connaître la population où vous voulez aller. Il y a des contrôles à tous les niveaux. Il y a le contrôle, donc d'abord vous devez déposer un dossier, demander une autorisation d'essai clinique. Il y a des comités d'éthique. Donc, qui sont pour but uniquement de vérifier que vous n'allez pas mettre les volontaires ou les patients à risque dans l'essai clinique. Et donc, dans les différentes étapes, vous allez à chaque fois évaluer les risques de safety. Donc, comme je l'ai déjà dit, donc, quand vous rentrez en phase 1, la seule donnée que vous avez, c'est la préclinique. Ensuite, vous allez accumuler des données. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où le produit est rentré chez l'homme, toute information, qu'elle soit préclinique ou clinique, que vous générez, qui puisse avoir un impact sur la safety, doit être communiquée dans les 15 jours aux autorités compétentes. C'est une obligation légale. Et donc, encore une fois, documentée, contrôlée, etc. Ensuite, donc, l'évaluation du dossier, comme je l'ai dit, se fait sur le bénéfice-risque, mais comme François l'a montré, c'est pas parce que vous avez un ANM que vous allez pouvoir mettre le produit sur le marché. Après, il y a toute la problématique du remboursement, de l'acceptation par les autorités, etc. Et quand un produit a été mis sur le marché, vous avez obligation de continuer à surveiller la sécurité de votre médicament. C'est ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Dans les sociétés, elle démarre pendant les essais cliniques. En général, c'est les groupes de pharmacovigilance qui commencent déjà à accumuler toutes les données de safety qui émanent des essais cliniques. Mais après, vous devez continuer pendant la vie du médicament et rapporter régulièrement, alors beaucoup plus souvent au début, de moins en moins souvent quand le médicament est sur le marché depuis plus longtemps, rapporter toutes les observations qui vous sont remontées.
Alors la France, à ce niveau-là, est très développée, un système de pharmacovigilance très important, avec 31 centres de pharmacovigilance distribués sur tout le territoire. Et donc il y a tout un processus où l'information peut venir du patient directement, peut venir des prescripteurs, peut venir des labos. Et les labos doivent être informés, doivent tenir l'agence informée. Donc il y a une analyse qui est faite au niveau régional. Ensuite, on collecte les informations et on voit si, au niveau national, et puis voire même au niveau européen, si on va prendre des mesures. L'exemple que je vous donnais avec les quinolones, etc., c'est ce genre de processus qui a permis de mettre en évidence des effets adverses non prévus. Tout ça donc se termine par un dossier, le dossier qu'on va soumettre. Et là, je crois que c'est ma dernière slide, c'est le dossier réglementaire. Donc tout ce que vous avez fait pendant le développement du médicament va être rapporté. Donc vous allez construire un dossier qui est maintenant un dossier unique, CTD, qui est commun à tous les territoires, dans lequel vous avez différents modules. Vous expliquez d'abord comment vous allez gérer votre produit, vous expliquez la table de matière, vous expliquez votre projet. Ensuite, vous devez décrire tout ce que vous avez fait au niveau non clinique, activité, toxicité, pharmacocinétique, toute la problématique qui tourne autour de la qualité, ça veut dire le système de production, comme vous prouver que vous avez des usines où on peut produire un produit de qualité, etc. Évidemment, toutes les observations cliniques. Vous devez faire ça de façon résumée, mais vous devez fournir également tous vos rapports, tous les rapports individuels d'études. Et dans un rapport, vous avez toutes les données individuelles de chaque animal que vous avez traité. Donc tous nos rapports de tox, on en fait 70, 80 pour un gros projet, vont être rapportés et sont soumis aux autorités. Et maintenant, ça se fait de façon électronique. Et en fait, la FDA est en train de mettre un point où même nos données individuelles vont être communiquées de façon électronique, de manière à ce qu'ils puissent réanalyser nos données, comme ils le font déjà d'ailleurs avec les essais cliniques.